Mais je crois que ce qui est intéressant avec, si tu veux, on revient sur la blockchain et sur les métavers, c'est que le NFT, là, permet d'avoir l'accès à ces places ou à la possession d'un actif digital. Et c'est ça, en fait, qui va aujourd'hui donner accès aux avantages dans le monde réel. Je m'explique. Il y a quelque chose de fondamental là, pour moi qui est en train de changer, c'est que jusqu'il y a 3, 4 ans, 4, 5 ans peut-être, ce qui comptait, c'était la possession physique. J'ai l'objet physique, donc il est à moi. On va continuer sur le football. J'ai le billet physique, donc c'est moi qui peux aller dans le stade. C'est faux désormais. On est en train de faire une transition où ce qui compte, c'est l'objet digital. Aujourd'hui, nous recevons Frédéric Chenet, qui est fondateur et CEO de Alphaverse. Alors, Alphaverse, comme son nom l'indique, c'est du métavers. Mais Alphaverse, c'est surtout une porte d'entrée vers beaucoup de métavers. Et en fait, ces métavers dont Frédéric va nous parler sont thématiques. Alors, il y a des grandes thématiques comme effectivement la musique, l'art, le sport aussi, le gaming. Et il y a même des thématiques communautaires, justement comme les LGBTQ, dont on va, je pense, aussi parler. C'est intéressant, c'est une approche nouvelle du métavers. Et on va aussi voir avec Frédéric la définition même du métavers, parce qu'on est tous intrigués. Qu'est-ce que c'est exactement? Ok, c'est un univers virtuel, tout le monde l'a compris, mais que fait la blockchain là-dedans? Que vont faire les NFT pour les métavers? Voilà, ça c'est des grandes thématiques. On va parler de tout ça avec Frédéric avec impatience. Bonjour Frédéric, merci d'avoir accepté notre invitation. Non, bonjour, merci. Merci à vous deux. Génial. Frédéric, alors Alphaverse, métaverse, tu nous expliques un peu ce que tu fais? Ouais, volontiers. Donc, initialement, c'est vrai que j'étais moi plutôt dans l'investissement il y a très longtemps. J'ai commencé dans les jeux vidéo à la fin des années 90, début des années 2000. Infogrames, qui est ensuite devenu Atari, puisqu'on avait racheté Atari à l'époque. Je suis parti aux États-Unis, si tu veux, et c'est vrai que là, on était vraiment dans le grand bain. Atari, je l'ai quitté et en 2007-2008. Et en fait, Atari a eu des problèmes en 2013. Donc, je suis revenu. J'ai racheté Atari. Je suis devenu premier actionnaire en 2013. Donc, j'ai passé 8 ans à remonter la boîte. Et avec les jeux vidéo, avec beaucoup de projets. Et en fait, ce qui m'intéressait, c'était de faire véritablement les mondes virtuels en utilisant la blockchain, les fameux métaverses. Donc, j'avais commencé chez Atari, et puis on n'a pas réussi à se mettre d'accord, donc je suis parti, et j'ai créé CBI, qui est le nom technique de la société, hein, c'est une société cotée, Crypto Blockchain Industry, on est sur Euronext, mais le principal produit, c'est Alphaverse, donc c'est un monde virtuel, un métaverse, comme on dit. Pour faire simple, parce que c'est vrai que tout le monde se dit c'est quoi un métaverse, ou tout le monde emploie le mot, et se dit sans vraiment savoir ce que c'est. Donc en fait, le métaverse, c'est un monde virtuel. C'est la première composante. Si tu veux, c'est pas quelque chose de nouveau, parce que les mondes virtuels, ça existe depuis quasiment 20 ans. Hein. Second Life, c'est un monde virtuel. Tous les jeux vidéo qui sont des mondes persistants sont des mondes virtuels. On peut y aller, on peut faire ce qu'on veut. Il y en a qui sont payants, il y en a qui sont free-to-play. Mais la grande différence du métavers, c'est qu'en plus du monde virtuel, on rajoute une couche de technologie blockchain, et c'est ça qui fait toute la différence. S'il n'y a pas la technologie blockchain, ce n'est pas un métavers. Et ce que les gens ne comprennent pas toujours, c'est en fait à quoi ça sert la blockchain, et en quoi c'est différent, et en quoi ça va révolutionner je dirais, l'environnement des jeux, pas que des jeux, dans l'environnement même de beaucoup d'industries. Et si tu veux, c'est ça le plus difficile à comprendre. La blockchain, si je prends l'exemple des jeux vidéo, si je joue à Call of Duty, j'ai un avatar, je monte en grade, j'ai des armes, mais je ne peux rien en faire véritablement. Alors, de plus en plus, on y permet des échanges, pas nécessairement dans Call of Duty, mais dans d'autres jeux, on peut échanger des assets qu'on a créés dans les jeux, des objets qu'on a récupérés ou créés. Mais c'est très difficile de faire des transactions entre joueurs. Si je veux faire une transaction entre joueurs, il me faut l'accord de l'éditeur, il me faut l'accord d'Apple, de Google, tout le monde prend ses marges. Il y a 30% qui sont pris par les éditeurs et les distributeurs. Donc, c'est très compliqué. Et en plus, ça coûte très cher. En tout cas, tout le monde prend des marges. Le métavers, c'est différent. C'est-à-dire que nous, on fait un monde virtuel, et dans ces mondes virtuels, on dit, voilà, cet objet-là, c'est un NFT, donc c'est sur la blockchain. Cet objet-là, il n'est pas dans le jeu uniquement, il est aussi dans mon portefeuille, dans mon fameux wallet, et il m'appartient.
Et ce NFT, je peux le vendre à quelqu'un d'autre. Alors justement, on va aborder ça, Voilà. ça va être le cœur de C'est l'épisode. ça la grosse différence. On peut rappeler, c'est intéressant l'introduction que tu viens de faire, parce que tu viens de rappeler quand même que le marché, rien que pour Fortnite, parlons des skins de Fortnite, il faut quand même savoir que les gens qui jouent à Fortnite achètent des skins pour des épées, pour des apparences visuelles, etc. Et c'est un marché de plusieurs milliards de dollars. C'est de l'argent que les gens dépensent directement dans le jeu. Et en revanche, ce que tu dis, c'est vrai, c'est que cette épée magique, ce skin qu'on a acheté, on ne peut pas le transporter d'un jeu à un autre. Et tout l'intérêt du NFT et de la blockchain, c'est de dire un jour, on pourra acheter une épée dans un jeu et le transporter ailleurs. Aujourd'hui, si tu veux, aujourd'hui. Mais le plus, même, c'est même pas une question de l'acheter, c'est déjà, on sait pas toujours combien il y en a. Et même si on nous dit, À la tiens, il y a rareté. 1000 épées, on peut pas le prouver, on peut pas le vérifier par nous-mêmes. Exact. Alors que sur la blockchain, je peux vérifier. Si je dis, là, juste avant de démarrer, comme je vous ai montré là tous les deux, l'exemple d'un monde virtuel qu'on développe pour des clubs de foot, pour plusieurs clubs de foot. Là, si je dis que j'ai dans le stade virtuel, si je dis que j'ai 40 000 places, je peux le prouver sur la blockchain et tout le monde peut les voir, les 40 000 places. Je ne peux pas du tout raconter l'histoire en disant il y en a 40 000, mais en fait, il y en a 60 000, ou je peux tout vérifier. Et Oui, on peut vérifier si la place, elle est vraiment légitime, si elle vient vraiment, si elle est Quand authentique. tu si elle dis est tout, c'est le consommateur. Ouais. Le public. tout le monde, le tout le public. monde. En Tout le fait, monde peut faire. tu parles du deuxième concept NFT fondamental. On parle de propriété digitale, un, et deux, la rareté digitale. C'est-à-dire que oui, quand Ouais, on le vous dit fait de qu'il y en pouvoir a, compter combien il y en a. Ouais. comptez qu'il y en a, quand on vous dit qu'il y en a 100, eh ben, il n'y en a pas un de plus. Et si on triche et qu'on en met 101, eh ben, tout le monde le verra sur la blockchain. Donc, voire même donc, on le verra. transparence. Et si tu achètes un NFT qui est sur la blockchain dans la bonne collection, tu le verras bouger dans la bonne collection. Mais si tu achètes un faux, il ne sera pas sur la blockchain, sur le bon contrat, entre guillemets, Ouais. qui est en train de vérifier. Donc, tu vas dire, non, là, je suis en train d'acheter un faux NFT. Donc, Ouais. il y a énormément d'avantages. Hein. Et c'est ça qui est le plus dur à comprendre, même encore aujourd'hui, parce que comme dans toute phase de développement technologique ou d'innovation, il y a le fait de créer, puis après, il y a les premières expériences, puis on n'est pas encore à l'utilisation de masse. Mais quand on verra l'utilisation de masse, les gens comprendront. Si je prends Internet fin des années 90, moi, je sais pas, j'ai dû faire les premiers emails en 97 ou 98, je crois, un truc comme ça, si je me rappelle bien, mais personne ne voyait encore l'utilisation de ce truc-là. Maintenant, c'est évident, quoi. Est-ce que Donc, finalement, ça va venir par phase. Oui, bien sûr. Oui, sur l'adoption massive, oui, pour l'instant, on est au début. Mais est-ce qu'Alphaverse, l'idée, c'est pas de dire justement, on a créé plein de mondes virtuels, un monde sur le foot, un monde LGBTQ, un monde, etc., etc. En revanche, tous ces mondes-là sont interopérables from day one, quoi. Du premier jour, on peut se balader d'un monde à un autre et transporter avec soi ses NFT, c'est-à-dire sa possession digitale, son avatar, son épée magique, son maillot de foot, etc. Voilà. Donc, en fait, c'est ça, parce que nous, à la base, il y a une démarche qui est de se dire qu'est-ce qui va marcher. Là, nous, on fait surtout quand même jeux vidéo, expérience, comme on dit, interactive entertainment. Donc, on ne fait pas trop de finances pour l'instant. Il y a des applications de la blockchain dans les domaines industriels, ce n'est pas notre truc. Nous, comme je viens du monde des jeux vidéo, on est plutôt sur le monde virtuel de type ludique. Et en fait, on s'est dit, qu'est-ce qui va marcher? Comme on ne savait pas, on savait que globalement ça allait marcher, mais comme on ne savait pas véritablement, ou on ne voulait pas faire un pari trop important sur tiens, on va faire velours alors que la mode a dit cuir dans 2 ans, parce qu'on a quand même des cycles de développement assez longs, on a dit qu'on allait faire plutôt un point d'entrée, donc un métaverse, Alphaverse, alpha c'est le 1 en grec, Alphaverse c'est le point d'entrée, donc c'est un métaverse en soi, c'est une île, on appelle ça le hub, et de ce hub, on peut se déplacer dans des mondes que nous avons développés ou que nous développons. Donc, un sur le football, un sur la musique, où on a pris des grandes thématiques, un sur les communautés, comme tu disais. Mais ce qu'on essaye aussi de faire, c'est que, et enfin, c'est pas qu'on essaye, c'est qu'on a les outils pour le faire, parce que c'est vraiment dans l'ADN du projet, c'est on connecte aussi des mondes qui ont été développés par des tiers. Donc, par exemple, on a annoncé avec Chain Games, on a annoncé avec Cornucopias, donc ça va être on va connecter à la fois nos mondes, mais on va aussi connecter de façon aussi, je dirais, simple et fluide, des mondes qui sont développés par des tiers. Ça permet de faire quoi? Ça permet, d'aller plus vite, de tirer parti d'expertise qu'on n'a pas nécessairement en interne. Par exemple, aujourd'hui, si tu me dis, fais un jeu de voiture, je ne sais plus faire les jeux de voiture. On a perdu la main là-dessus. C'est-à-dire que la barre est tellement haute qu'il y a des gens qui sont beaucoup plus spécialisés que moi sur ce genre de type de jeu. Et donc, le fait d'avoir des mondes de tiers, ça nous permet d'accélérer aussi le développement et d'accroître plus facilement l'offre. C'est ça que c'est très intéressant. Donc, c'est vraiment un point d'entrée. Et notre ambition, c'est de se dire que si les gens se disent, OK, qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans les métaverses?
OK, on va par Alphaverse et là, on aura toute l'info. On pourra aussi se connecter avec, non seulement avec les mondes qui ont été faits par Alphaverse, mais avec d'autres mondes. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les clients, quand ils arrivent chez toi, quelle est leur demande en fait? C'est quoi leur besoin? Est-ce que c'est de l'expérimentation? Est-ce que c'est aller toucher des nouvelles cibles? Est-ce que c'est créer des expériences pour leurs clients actuels? Est-ce que c'est se positionner aujourd'hui en vue d'une stratégie V-commerce dans quelques années? Est-ce que tu as pu identifier ça? Alors, il y a deux types de clients. Il y a les individus et il y a les sociétés. Donc, sur les individus, ceux qui savent ce qu'ils veulent, ils viennent plutôt parce qu'il y a un jeu, notamment un jeu de roller coaster qu'on a ou une expérience sur la musique. Ceux qui ne savent pas, ils veulent simplement voir, OK, c'est quoi de nouveau dans l'Alphaverse. Ça, c'est la première chose. Après, il y a les sociétés. Les sociétés, c'est un petit peu différent. Il y en a qui viennent plutôt pour faire de la publicité. Donc, là, ce n'est pas très dur. C'est exactement comme on fait dans les jeux vidéo, hein. Ce sont des vidéos sur lesquelles nous, on touche un pourcentage en fonction du nombre de vues. Mais on a aussi, et c'est ça la grande originalité de ce qu'on fait avec Alphaverse, c'est qu'on permet à n'importe qui, je dis bien vraiment n'importe qui, de télécharger du contenu et de le diffuser dans Alphaverse. Alors, pas n'importe quel contenu, c'est-à-dire qu'on demande à ce que le contenu soit d'abord mis sur Twitch ou sur YouTube. Pourquoi? Parce qu'ils ont des bons moteurs pour éviter tout ce qui est porno, etc. Et là, pour l'instant, TikTok, c'est juste hors de question, parce qu'on va se retrouver avec n'importe quoi dans le monde. Mais ça permet de faire quoi? Le fait de dire, OK, Fred, tu nous dis, je peux télécharger mon contenu. OK, c'est quoi l'utilisation? Il y en a plein. Par exemple, je suis un artiste, je veux lever de l'argent pour aujourd'hui créer ou financer mon prochain album, ma prochaine production, ou je suis un photographe, je veux lever de l'argent pour financer mon prochain projet sur la photo. Je vais dans l'Alphaverse, je vais dans le monde musique ou je vais dans le monde photo, je prends ce qu'on appelle une community house, c'est la mienne. Le contenu, de toute façon, généralement, je l'ai déjà mis sur YouTube ou sur Twitch. Je peux le diffuser. Là, on voit avec les gens qui passent, on peut créer sa propre communauté. Ensuite, dire, OK, si ça vous intéresse, vous pouvez lever de l'argent. Vous pouvez notamment nous contribuer en crypto ou en monnaie classique. Et c'est ça, en fait, l'intérêt. La personne, l'artiste peut aussi créer ses propres collections de NFT. Donc, en fait, on leur donne avec ça les outils pour accéder, je dirais, à la partie métaverse. Tu veux dire que, attends, c'est intéressant. Donc, tu veux dire que si un artiste veut s'autoproduire, donc Dieu sait si les NFT aident beaucoup maintenant les artistes dans la musique pour eux-mêmes produire, en fait, émettre un NFT qui correspond à un morceau de musique et dire à sa communauté, bah, achetez-moi le NFT, ça veut dire que vous aurez acheté le morceau de musique et vous êtes coproducteur finalement avec moi. Donc toi, tu dis dans le métaverse, donc dans un monde virtuel, l'artiste pourrait dire à sa communauté, venez me retrouver dans le monde virtuel. Comme ça, vous me verrez en avatar. Donc, il faut bien rappeler que le monde virtuel, on sera tous représentés par des avatars. Et l'artiste en avatar dira, mon avatar vous donnera un concert gratuit, par exemple, et à l'issue, vous pourrez acheter un NFT de chaque chanson. Ce serait à peu près ça? Oui, bien sûr. Ou même l'artiste peut déjà commencer à la base, c'est de se faire connaître. Donc, si tu as vu là, dans le monde, sur le club de football que je t'ai montré, Ouais. tu as des écrans. Donc, la première chose que l'artiste peut faire, c'est il prend une maison avec un écran extérieur et il commence à diffuser le contenu de YouTube dans le métaverse. D'accord? Et donc, à partir de ce moment, il va être automatiquement affiché sur les nouvelles vidéos, etc., qu'on montre dans le monde. Il sera dans un quartier musique, donc il va aussi y avoir des gens qui vont venir se balader juste pour voir les nouveautés. Aujourd'hui, je veux savoir qui sont les nouveaux artistes. C'est très compliqué. Ouais. Je vais sur YouTube, je peux faire nouveaux artistes, ou je vais sur TikTok peut-être. Mais qu'est-ce qui va sortir? Pas grand-chose. Est-ce que c'est pas organisé comme ça? Comme nous, on le fait par quartier. Dans le monde musique, on a effectivement un quartier, nouveaux artistes. Si j'ai envie de voir ce qui se passe, j'y vais, je me balade comme on a vu. Là, c'est vraiment un monde virtuel. C'est un quartier classique. Je me balade avec mon avatar et je vois toutes les maisons. J'ai des vidéos devant. Je peux avoir 50 artistes dans la même rue. Donc, c'est de voir en 3D, dans un environnement 3D, toute une série de chaînes YouTube ou de chaînes Twitch ou autres, ou des sites web qui, en fait, si aujourd'hui je veux les voir, je dois passer d'un site web à un autre sur un environnement classique, ordinateur. Donc, c'est totalement différent comme expérience. Ouais. Et derrière, on rajoute la couche blockchain qui permet, comment dirais-je, aux photographes de créer ces NFT, de les vendre, de lever de l'argent avec des cryptos. Alors, il y a un truc très important, j'ai oublié de le dire. Toujours dans notre stratégie qui est d'avoir le maximum d'utilisateurs et d'offrir l'expérience la plus large possible. Et parce qu'on est encore dans la phase, si tu veux, d'innovation et on n'est pas encore dans une phase d'adoption de masse, il ne faut pas rêver sur le métaverse. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on offre en fait l'option
de payer, parce que quand on dit free-to-play, c'est pas vrai, c'est free-to-play au début, puis ensuite il y a des microtransactions pour acheter certaines choses. On offre l'option en fait monnaie classique, donc la carte de crédit ou la crypto, parce qu'on pense, en tout cas moi je suis convaincu, c'est que il y a quand même pas mal de gens qui disent ouais, les cryptos je connais, mais combien ont effectivement un wallet et combien ont effectivement acheté un jour de l'Ethereum et combien ont effectivement acheté un NFT ou fait un transfert ou un échange d'Ethereum contre une autre devise, il n'y en a pas beaucoup. Donc en fait, ce qu'on fait, nous, c'est qu'on dit ok, c'est pas un problème, c'est pas parce que vous avez raconté à tout le monde que vous connaissiez la blockchain et qu'en fait, c'est pas tout à fait vrai. Donc, on offre l'option carte de crédit, on donne, je dirais, on peut pas donner exactement la même expérience. C'est évident puisqu'il y a certaines choses pour lesquelles il faut absolument des cryptos. Mais par exemple, acheter le premier NFT, on peut le délivrer contre un paiement en carte de crédit s'il le faut. Oui, puis le consommateur, il a peut-être juste envie de vivre l'expérience sans forcément avoir un wallet, sans forcément même se poser la question de est-ce que j'achète de la crypto ou pas. Lui, ce qu'il veut, c'est acheter son siège pour aller voir son foot de façon virtuelle et pouvoir dire qu'il était là. Donc, voilà, tout le monde n'a pas les mêmes intérêts d'entrer ou pas dans la crypto. Ce que tu nous as montré tout à l'heure, malheureusement, on est en audio, là, donc on ne peut pas le montrer à nos auditeurs, mais donc c'était comme un jeu vidéo en 3 dimensions. Donc, on est sur notre ordi. Donc, l'expérience est sur l'ordi, pas du tout avec un casque Oculus ou un casque de réalité augmentée. Et la blockchain est là pour l'achat ou la revente des NFT. Par exemple, là, ce que j'ai montré, c'était donc ce village qui était dédié à un club de football, dont je tairai le nom, mais c'est un gros club de football. J'en ai plusieurs, j'en ai à peu près 50 avec lesquels on travaille. Ils ne sont pas tous signés, mais on les développe. Et là, donc, dans ce monde, il y avait des reproductions en 3D de statues de joueurs. On pouvait acheter une plaque en bas de la statue du joueur, au pied de la statue, mettre son nom, un peu comme on peut le faire sur des bancs à New York ou à Paris. Il y a plein d'endroits où on peut acheter une plaque et mettre son nom. Là, on pouvait aussi acheter des places dans le stade virtuel, donc des places virtuelles dans le stade virtuel. Mais pourquoi j'achète une place qui est un NFT ? C'est parce que je peux télécharger ma photo, je peux mettre un message, je peux participer parce que j'ai la place à des tombolas ou des lots. On avait aussi, je t'ai montré le tunnel qui permet de rentrer dans le stade. Donc, effectivement, dans ce tunnel, à gauche, à droite, il y aura des plaques. Il y avait des plaques où on pouvait télécharger une photo, un logo, un nom, un support, un message de soutien. Et chaque plaque, en fait, c'est un NFT. Donc, derrière, je l'achète, je peux la revendre si oui, alors moi j'ai fait un parallèle avec Sandbox, qui est un autre métavers très connu, où effectivement, il y a une carte qui est délimitée, parce qu'on joue sur la rareté, et on achète des lands, des territoires. Et j'ai l'impression que dans ton grand stade de foot, on achète aussi sa place dans le stade, qui est limitée, parce qu'il n'y a que 1000 places, par exemple. Chaque place est un NFT et on est sûr d'être propriétaire de sa place, quoi. En fait, on prend position, on s'installe dans le métavers finalement, comme ça. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est une fois que j'ai acheté ma place, qu'est-ce que je vois sur mon ordi ? Je vois le foot, le vrai foot, je vois le vrai match, ou je vois un match virtuel ? La place, c'est pas pour voir le foot. La place, c'est d'abord pour montrer son appartenance à la communauté des supporters. Là, je fais juste une expérience. Okay. Donc, je peux mettre un message de soutien ou je peux télécharger ma photo sur la place. D'accord ? Donc, à terme, si tout le monde met sa photo, j'arrive, j'ai 40 000 photos des vrais supporters du club. Ok. C'est pas comme, ça me fait penser au projet, c'était quoi ? C'était Roland Garros, où tu achètes ta place en NFT virtuel, donc tu achètes ta place virtuelle, mais tu as accès, comme si tu étais aux premières loges, pour regarder le match, en fait. Non, parce que en fait, je trouve que c'est pas une bonne expérience. Alors, donc, dans notre monde, là, celui que je t'ai montré, il y avait des écrans partout. Oui. Donc, sur ces écrans, les gens pourront voir tous les matchs de l'équipe pro, alors généralement plutôt en différé, parce que dans la plupart des pays, les droits sont détenus par les télévisions. Mais en revanche, il y a plein de choses, notamment pour quelqu'un qui est fan du club. Il y a aussi toutes les équipes de jeunes, il y a toutes les équipes féminines. Donc, tout ça, c'est organisé, c'est une diffusion. Et les entraînements aussi sont filmés. Alors, les entraînements, on reproduit à l'identique les centres d'entraînement. C'est quelque chose. Moi, je connais pas mal beaucoup de clubs, donc j'ai visité beaucoup de centres d'entraînement. Mais c'est vrai que combien de personnes qui suivent quel que soit le club, qui suivent un club, ont véritablement visité le centre d'entraînement? Il n'y en a pas beaucoup. Donc là, ce qu'on aime bien, c'est les reproduire à l'identique, en 3D, de façon à permettre au moins la visite virtuelle. Pareil pour les musées. Les musées, on ne va pas les reproduire à l'identique parce que les musées, généralement, dans les clubs, c'est assez rare qu'ils soient, sauf dans les très grands clubs, mais ils n'ont généralement pas beaucoup de place. Donc là, en revanche, on refait des très grands musées, un peu des musées imaginaires.
Mais je crois que ce qui est intéressant avec si tu veux, on revient sur la blockchain et sur les métavers, c'est que le NFT, là, permet d'avoir l'accès à ces places ou à la possession d'un actif digital. Et c'est ça, en fait, qui va aujourd'hui donner accès aux avantages dans le monde réel. Je m'explique. Il y a quelque chose de fondamental là, pour moi, qui est en train de changer, c'est que jusqu'il y a 3, 4 ans, 4, 5 ans peut-être, voire même encore plus récemment, ce qui comptait, c'était la possession physique. J'ai l'objet physique, donc il est à moi. On va continuer sur le football. J'ai le billet physique, donc c'est moi qui peux aller dans le stade. C'est faux désormais. Ça s'est changé. On est en train de faire une transition où ce qui compte, c'est l'objet digital. Bah, les billets sont devenus des QR codes déjà. Hein, donc. Alors, tiens, continuons là-dessus. Ouais. Reprenons le fiasco là, de mai 2022, la finale de la Champions League. Ouais. On est dans une phase de transition. Avant, on était au papier physique. Il fallait le billet physique pour entrer dans le stade. Aujourd'hui, c'est une phase de transition parce qu'on les met en digital, mais ce n'est pas un digital inviolable. C'est-à-dire que le QR code, je peux encore en faire certaines photocopies, et le QR code, il va quand même, c'était l'histoire où il y avait des gens qui avaient 10 fois le même QR code. Ouais, copier-coller. Ouais. C'est une transition. Là, la plupart des clubs de football et la plupart des grandes ligues regardent comment adapter la blockchain. Et là, je peux te dire que si le billet il est sur la blockchain, il ne pourra pas être violé. On ne pourra pas en faire de faux parce que ce qui va se passer, alors il regarde, je vais donner une des options, mais je ne suis pas au fait des tout derniers développements, mais je vais acheter mon billet sur la blockchain, il n'y en aura qu'un, il va être numéroté. Et pour rentrer dans le stade, je vais en fait devoir retransférer le billet sur un wallet de l'organisateur. Et c'est le fait que je puisse retransférer sur la blockchain, sur le bon contrat, le fichier digital qui va me dire, OK, c'est le bon fichier. Donc ça, il ne peut pas y en avoir oui, d'autres, absolument. parce qu'il n'y en a eu que 43 875 DMI. C'est des enjeux blockchain. Donc ça, on a reçu Billy, qui est une start-up qui va gérer les places de concerts, etc. Revenons sur le métavers, qui est vraiment ce qui nous intéresse avec toi. Le métavers, donc, ce qui est intéressant, tu disais, on achète sa place, on monte sa photo, on envoie un petit message aux supporters. L'intérêt d'un métavers, au final, c'est qu'il y ait beaucoup de gens qui te voient ou qui voient ton avatar ou qui voient ta place de foot. Le problème aujourd'hui, c'est un pari que font tous les métavers, hein, pas seulement le tien. Sandbox, Decentraland, il y a eu des articles qui sont sortis il y a 3 mois qui disent que sur Decentraland, il y a 50 personnes par jour. Aujourd'hui, le challenge, c'est que vous, toi, Alphaverse et les autres, vous êtes sur la blockchain, donc vous êtes full Web 3, vous êtes, disons, le métavers de l'avenir, on va dire. Alors qu'aujourd'hui, les jeux vidéo comme Roblox, comme Fortnite fédèrent des dizaines et des dizaines de millions de visiteurs par jour. GTA, par exemple, mais eux ne sont pas sur la blockchain. Justement, c'est ce que je te dis, c'est que nous, on offre les deux options. Donc voilà, donc comment tu vois, quel est le terme, est-ce que c'est moyen terme, long terme, pour qu'il y ait des milliers de visiteurs dans ton métavers, dans celui de Sandbox, dans celui d'autres, etc. Non, mais je crois qu'il va y avoir une convergence, c'est super simple pour moi. Ouais. Aujourd'hui, les métavers qui font que blockchain, pour lesquels, pour rentrer, il faut un wallet. Ou pour avoir l'expérience, il faut automatiquement, obligatoirement avoir des cryptos, je pense que c'est une erreur. Je pense que l'avenir, ça va être des mondes virtuels dans lesquels les gens entrent gratuitement, ont l'expérience classique free-to-play, et quand il s'agit d'avoir une microtransaction, il y a l'expérience free-to-play. Certains des objets vont être des NFT. Moi, j'ai fait par exemple beaucoup de jeux de zombies, des jeux de survie de zombies, mais j'ai enfin gagné beaucoup d'argent avec ça. Tout le jeu ne peut pas être sur la blockchain. Pourquoi ? Oui, pourquoi ? Parce que c'est trop compliqué. On ne peut pas avoir... si je commence à bouger mon avatar, et si chaque pas de mon avatar, si chaque tir de mon avatar doit être enregistré sur la blockchain, ça n'a aucun sens. C'est juste techniquement infaisable. C'est des capacités de réseau. Le réseau est trop faible en capacité. Donc, ce qui va se passer, c'est que ça va être les vrais métaverses. Aujourd'hui, je pense que l'avenir, ou en tout cas la première étape, sous réserve d'amélioration technologique massive, type quantum computing, ce qui va se passer, c'est que ça va être des jeux vidéo. Et certains des objets les plus chers, ceux qui ont le plus de valeur, est-ce que ceux qui peuvent être, je monte l'avatar du niveau 1 au niveau 50, et donc en étant au niveau 50, j'ai un casque d'une certaine couleur, ce casque-là, il sera un NFT, d'accord ? Et donc, les objets les plus valorisants ou les plus importants du jeu deviendront ou seront des NFT.
Et donc, les gens vont continuer à jouer. Et simplement, pour ces objets-là, il faudra faire la transaction sur la blockchain. Pourquoi? Parce que c'est ça qui donnera, la sécurité sur c'est un vrai objet, il y en a que 99 et il n'y en a pas 101. Deux, c'est ça qui permettra d'avoir l'interopérabilité, c'est-à-dire qu'il y aura certains des objets les plus importants qui pourront aussi être utilisés dans d'autres métaverses. Par exemple, aujourd'hui, tout ce qui est pour tous les avatars, maintenant on a des applications centralisées où il y a on se connecte et on a accès à une galerie de je ne sais pas combien d'objets ou de vêtements pour les avatars, mais ça, c'est des trucs qui passent d'un métaverse à l'autre. Mais donc, j'achète un maillot de foot dans un métaverse, je peux l'utiliser dans un autre métaverse. Mais donc, tu imagines quelque chose de plutôt hybride. En fait, ce que tu es en train de dire, c'est qu'on pourrait imaginer cet univers virtuel qui soit presque classiquement, enfin, qui soit généré par l'ordinateur en lui-même, on va dire, par le end user. Et quand il y aura besoin d'interagir avec la blockchain, c'est-à-dire revendre un NFT, en acheter un, l'échanger, le donner, alors la blockchain interviendra, mais seulement à ce moment-là, finalement. Et uniquement sur les objets les plus intéressants. Je commence un jeu vidéo, j'ai le starter pack, s'il n'a aucune valeur. Parce que par définition, s'il y a 10 millions de gens qui se connectent, il y aura 10 millions de starter packs, donc ce n'est pas un sujet, quoi. Personne ne va aller créer des NFT pour ça. En revanche, arriver au niveau 25, 50, 100 ou je ne sais pas quoi, oui, ça a de la valeur. S'il y a 3 épées magiques dans le jeu, oui, ces 3 épées-là, ce seront des NFT. Et donc, il y aura une place de marché dans tous les jeux, mais c'est déjà le cas un petit peu dans les jeux classiques, parce que si tu prends un jeu mobile, quel qu'il soit, il y a toujours 2 types de devises. Il y a la devise, la monnaie de singe, comme on l'appelle, c'est les jetons que tout le monde peut avoir super facilement, et puis il y a le gold, celui qu'on achète avec des cartes de crédit. Ce concept de la double monnaie, il existe déjà. Ce qu'il faut quand même voir, c'est que les notions de token, de blockchain et autres, ça a quand même une grosse inspiration du domaine des jeux vidéo, parce que nous, on gère des devises dans les jeux vidéo. Et donc, aujourd'hui, on a déjà cette dualité. Et simplement, ça va se transformer. Il y aura en fait les objets classiques, type les objets de jeux vidéo classiques qu'on développe sur Unity, gratuit ou pas gratuit. Et après, il y aura les NFT. Mais les NFT, ce sera simplement les meilleurs éléments du jeu. Oui, une partie. Ou l'appartement, ça dépend du type de jeu, quoi. Par exemple, nous, on travaille sur un jeu de roller coaster, si tu veux, où on dit, OK, il y a des milliers de lands, chaque land est un NFT. Il y a des restaurants, il y a des roller coasters qu'on achète en fabriquant des pièces. Et on ne va pas mettre toutes les pièces comme des NFT, on va mettre uniquement les pièces. Typiquement, c'est la voiture de devant parce qu'elle a elle est, comment dirais-je, décorée d'une certaine manière. Ça va être un NFT. Comme ça, les gens pourront montrer le niveau auquel ils ont atteint en échangeant la voiture de tête du roller coaster. Ok, parce qu'une question qu'on se posait, c'était se dire, tiens, en fait, sont en compétition les nouveaux métaverses qui ont de la blockchain, des NFT, etc., dans le process. Et puis, il y a tous les autres jeux, donc les métaverses où aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de monde. De l'autre côté, tous ces jeux vidéo où il y a des milliers de personnes, mais où il n'y a pas de blockchain et NFT, on s'est dit à un moment donné, tiens, il suffirait que, effectivement, on prend l'exemple de GTA, par exemple, injectent dans leur business model du NFT et alors ça met en péril tous les métaverses qui se développent. Et donc là, tu viens d'expliquer qu'en fait, au niveau de la bande passante, tout n'est pas faisable. Tout ne peut pas être sur la blockchain. Okay. Prenons l'exemple de GTA, ça tombe bien parce que je ne fais pas partie de la société. Ce qu'il faut voir, c'est que pour ces gros jeux vidéo, Roblox, ça va. Mais GTA, Call of Duty, tous ces grands jeux, en fait, il y a des versions PC, mais il y a aussi des versions Xbox et PlayStation. Mettre des NFT là-dedans, c'est non seulement une décision de l'éditeur, d'accord, mais c'est aussi, il faut une décision favorable de Microsoft et de Sony. Puisque l'essentiel de l'audience, elle n'est pas sur PC pour ces grands jeux, elle est sur les consoles, dans la mesure où il faut énormément de puissance, de traitement des données. Donc, il va falloir qu'il y ait, et je crois que ça a déjà commencé, il y aura, si je dois faire un pari, ça se trouve, ils l'ont peut-être déjà annoncé, donc je suis en train de dire une très grosse connerie, mais je suis certain qu'il y aura, à 99%, je suis certain qu'il y aura des NFT dans les prochaines versions de GTA. J'en suis, en tout cas, s'ils ne l'ont pas déjà annoncé, et je n'ai pas vérifié. Ils en parlaient, oui.
Oui, de toute façon, donc c'est même pas un pari, puisque ça arrive. S'ils en parlent, c'est que ça arrive. Et donc, ils vont pas tout mettre. Ils vont pas mettre toutes les voitures en tant que NFT. Il y en aura parce que personne va aller acheter une voiture où il y a 1 million d'unités, tout le monde s'en fiche. En revanche, il y aura certainement des voitures un peu plus rares, un peu plus Collector, oui. luxueuses. Voilà. Et ça, chaque voiture, chacune de ces voitures, il y en aura peut-être 1500 ou j'en sais rien moi. Ça, ce sera des NFT. Donc la convergence, en fait, elle va arriver comme ça, je pense. Ok. Et j'ai une autre question. Donc, pour toi, les enjeux business, donc les enjeux des entreprises, est-ce que tu as l'impression qu'elles doivent toutes y aller? Parce que quelque part, c'est amener de la gamification dans l'expérience client et aller chercher des nouvelles cibles. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est des vrais enjeux pour les entreprises ou est-ce que c'est d'abord l'entertainment par logique? Ouais, Quelle est ta vision? bon, mettons de côté, si tu veux, l'effet de manche qui est de dire, ah, je suis dans le métaverse. Ça, tout le monde veut pouvoir le dire. Ça faisait bien, puis à un moment, depuis depuis les problèmes là, sur les 2 derniers mois, les gens ont peut-être moins envie de le dire. Non, mais je pense que si je suis une entreprise, la première question, c'est de voir, est-ce que j'ai quelque chose à y faire? Qu'est-ce que ça peut m'apporter? Euh, LVMH, par exemple, utilise la blockchain pour notamment suivre l'évolution des sacs et les différentes, pour tracer en fait l'originalité, le caractère authentique et donc tous les faux sacs. Dès lors que le sac n'est pas recensé sur la blockchain avec comment dirais-je, avec C'est un NFT un aussi. NFT ou un numéro, c'est-à-dire que c'est un faux sac. Donc, si je suis entreprise, moi, je pense que je m'intéresse déjà au métaverse ou à la blockchain déjà. Ensuite, j'essaie de voir si ça vaut le coup que je sois dans un monde virtuel. Déjà, peut-être que la blockchain en tant que telle, ça m'avantage déjà énormément. Ensuite, si je dois être dans le métaverse, ça peut être intéressant. Par exemple, parce que si j'étais une société qui évolue dans la mode, perso, ce que j'essaierais de faire déjà, c'est peut-être pas de créer mon propre monde virtuel, mais c'est d'essayer de trouver un métaverse comme le nôtre, ou un autre, mais en tout cas, il n'y en a pas beaucoup d'autres, mais comme le nôtre, et disant, OK, je vais aller dans la partie, dans le quartier sur la mode. Qu'est-ce que je vais faire? Moi, ce qui m'intéresse, c'est là d'avoir les nouveaux designers et aussi d'avoir les nouveaux clients, ceux qui ont 30 ans au moins. Donc, ce que je fais, c'est que je prends une rue et je dis, voilà, ça, c'est la rue de tous les designers qui vont faire les produits de demain, et je fais une sorte de concours. Et ensuite, ce que je fais, c'est que dès lors que j'ai des créations qui m'intéressent, j'en fais une collection de NFT que je donne ou que j'essaie de vendre. Mais ce n'est pas vraiment le point. J'essaie surtout d'avoir un niveau d'engagement élevé avec mon audience, mais ma future audience, parce que notamment tous les Asiatiques sont sur blockchain, etc. Et moi, c'est ce que j'essaierai de faire. Par exemple, c'est je crée un concours sur les meilleurs designers. Chacun vient, chacun montre ses créations. Et ensuite, il y a un vote, je crée les NFT, je les donne. Et ensuite, ceux qui ont les NFT, dans le monde virtuel, et pour moi, c'est super important toujours d'avoir un avantage dans le monde réel, c'est donc, je vois qu'il y a toute cette communauté, il y en a certains qui sont intervenus de façon plus active ou qui ont fait les choses qui leur permettent de gagner les NFT, de les avoir. Mais en fait, les détenteurs des NFT, je sais que c'est plutôt des gens intéressés. Dans ces cas-là, je leur fais une expérience dans le monde réel, style... venez visiter le premier défi, des tickets pour le premier défilé. Nous, dans les mondes pour les clubs de football, on va aussi donner des places dans les stades réels ou des maillots réels. Oui, donc, ça c'est effectivement la stratégie pour de la notoriété, pour que les gens vous découvrent, vous connaissent, parce que Alphaverse, aujourd'hui, c'est vrai que c'est un projet donc, qui a été initié, mais il y a déjà pas mal d'univers. On en a vu quelques-uns. C'est la stratégie utilisée par exemple Sandbox. Alors, ils se sont alliés avec Snoop Dogg, avec des grandes marques. Oui. Bon. Mais pour l'instant, ça ne fait pas autant. Ce n'est pas ça qui apporte des visiteurs. Ce qu'il faut, c'est véritablement une vraie expérience. Si j'y vais une fois, il faut que je revienne. C'est ça le plus. Mais aujourd'hui, si je suis une marque, est-ce que je peux arriver chez Alphaverse et dire, voilà, moi, je voudrais... D'abord, je n'ai pas le budget et puis j'y crois pas spécialement, mais je voudrais quand même essayer. Donc, est-ce que je peux louer un espace chez vous? Et on réfléchit ensemble à une expérience client. Est-ce que ça, c'est des choses qui se font ou il faut... On peut ouvrir un mall virtuel complet avec montrer tous les produits. Il n'y a absolument aucun problème. On peut avoir 50 écrans qui montrent les derniers. Je prends l'exemple de la mode, parce que ça parle assez. Je peux très bien avoir une immense avenue avec 50 écrans qui montrent tous les derniers modèles en 3D, en 2D, toutes les vidéos des derniers défilés. Je peux avoir des maisons où je rentre et je peux voir les nouvelles créations en 3D. Je peux voter. Je peux acheter les collections NFT. Je peux gagner des NFT. Par exemple, je fais des choses dans le monde virtuel. Je vote, je télécharge, je gagne des jetons
les fameux tokens, mais les tokens de la marque qui a organisé l'événement. Et ensuite, qu'est-ce que je fais? C'est la prochaine fois que je lance des nouveaux produits, d'accord? Plutôt que les gens aillent passer 48 heures dans la rue pour essayer d'avoir le premier sac qui est en train de sortir, je leur dis, attendez, vous savez quoi? Tous ceux qui ont des tokens, là, on va vous en mettre 10 de côté, ou 20 ou 30, quel que soit le chiffre, et on va donner priorité par ordre décroissant à ceux qui ont le plus de tokens. Ok, mais si je suis une marque, en quoi est-ce que j'ai plus d'assurance d'avoir du trafic chez toi que chez Sandbox? Est-ce que tu as une stratégie de trafic qui est différente? Ah oui, en termes de stratégie de trafic, nous, en fait, on est ouvert, c'est-à-dire que c'est un monde, c'est free-to-play, donc n'importe qui peut venir, il n'y a pas besoin de crypto, il n'y a pas besoin de wallet, tout le monde peut venir, il y a juste Oui, mais besoin comment je te d'un compte avec découvre? un email. Et ensuite, pour tout ce qui est microtransactions, on offre soit la carte de crédit, soit les cryptos. Donc, à partir de ce moment-là, c'est une flexibilité, c'est un demi-pas, entre guillemets, entre le monde classique virtuel et le métaverse pur blockchain, parce que les masses, comment dirais-je, la partie mass market n'y est pas encore. Ok, mais ça, c'est l'expérience quand j'y suis. Mais comment j'arrive, en fait? C'est la marque qui... Sinon, c'est le recrutement traditionnel, hein, Ouais. c'est publicité en ligne, c'est la marque avec comment dirais-je, son réseau ses réseaux sociaux, c'est nous qui avons notre audience. Donc tout ça, après, il y a pas de... Si ta question est, est-ce qu'il y a un marketing spécifique pour attirer les gens sur la blockchain? Non, il y a des outils qui sont les outils traditionnels pour créer des audiences. Simplement, il faut que ce soit le plus simple possible. Ça ne peut pas être, comment dirais-je, télécharger le wallet, virer le wallet. Il faut que l'expérience utilisateur soit fluide. Et donc, on peut privatiser un espace, j'ai bien compris, chez Alphaverse. Oui. En revanche, est-ce qu'en termes de développement, par rapport à Sandbox, où ce sont des voxels, donc il y a des kits de développement en copier-coller, enfin en glisser, disons que chacun peut créer sa maison, son immeuble, son musée, etc. Mais chez Alphaverse, j'imagine, vous avez des développeurs, il faut leur donner un cahier des charges en disant j'aimerais un immeuble de 5 étages et c'est vous qui le faites ou vous laissez à disposition de votre client un kit de construction? Si c'est pour les joueurs, je dirais plus individuels, beaucoup en masse, là c'est vraiment les kits traditionnels, j'achète un pack, je peux modifier ou décorer mon appartement, ma maison, je prends une maison de 5 étages, 4 étages, elles sont déjà prédéfinies. D'accord. Si je suis une marque, personnellement, ils peuvent le faire, pareil, parce qu'on permet, nous, d'avoir non seulement de créer les maisons, mais ensuite d'installer le nombre qui va bien d'écrans de télé dans les maisons. Mais si je suis une marque, je pense que le mieux, c'est quand même d'avoir une expérience personnalisée. Et c'est mieux qu'on le fasse. Ça ne coûte pas très cher, ça ne prend pas beaucoup plus de temps, mais au moins, on est sûr d'avoir une expérience qui reflète bien les fondamentaux de la marque. Je pense qu'en tout cas, moi, c'est ce que je ferais. Ok. J'ai une dernière question sur la communauté LGBT. J'aimerais savoir, est-ce que c'est eux qui viennent vous voir, Alphaverse, les LGBT, en disant on aimerait découvrir ça. Nous, on avait beaucoup parlé des narcotiques anonymes qui s'étaient réunis dans le métaverse avec des casques Oculus, etc. Ça les aidait à mieux communiquer entre avatars plutôt que dans la vie physique. À créer du lien, oui. À créer du lien. Est-ce que la communauté LGBT est venue te voir ou c'est vous qui êtes allé les voir en disant vous devriez aller sur le métavers? En fait, c'était une équipe que j'avais rencontrée quand j'étais chez Atari et je leur avais fait, on avait fait un jeu pour la communauté à l'époque. Et c'est la même équipe, en fait, lorsque j'ai quitté Atari en 2021, c'est avec la même équipe qu'on a continué le dialogue. On a dit, OK, avant, on faisait juste des jeux vidéo, monde virtuel classique. Qu'est-ce qu'on peut apporter, en fait, avec la blockchain? Qu'est-ce qu'on peut apporter avec les NFT? Et donc, c'est pour ça qu'on est allé sur le développement et le design de ce monde. Donc, c'est la même équipe. Il y a beaucoup de gens qui sont dans... Là, on n'a pas encore ouvert. Le concept est là, le design est là, le développement est en cours. Là, on est plutôt sur les initiatives pour, comment dirais-je, créer la communauté typiquement blockchain, parce que faut que les gens comprennent aussi à quoi ça sert. Et donc, on est sur cette phase-là. Mais c'est quelque chose que j'avais fait on avait commencé, je crois, il y a 8 ans. Oui, mais on voit bien que l'aspect communautaire, en tout cas de chat, de dialogue entre avatars, c'est quelque chose de très fort, de très puissant, parce qu'il y a il y a des barrières qui tombent, déjà des barrières de jugement, de timidité, etc. Quand c'est son avatar, on est plus à l'aise, évidemment. Oui, mais c'est là où, si tu veux, il faut bien comprendre ce qu'apporte la couche blockchain, parce que dans ce cas-là, je peux rester sur Second Life, j'ai des avatars, je n'ai pas besoin d'être dans un métaverse. Donc, c'est là où les gens disent « Ah, métaverse, monde virtuel ». Non, il faut savoir ce qu'apporte la composante, la couche de blockchain. Et
des fois, je leur dis, mais je ne sais pas pourquoi tu viens me voir. Tu n'as pas besoin de blockchain, tu n'as pas besoin de NFT. Mais c'est vrai qu'il y a encore les gens qui sont dans l'hypothèse, ah bah attends, je vais faire un monde virtuel, je vais émettre un token, je vais en mettre 3 milliards, je vais en garder 5 millions pour moi, et le jour où le token est à $1, j'aurai 5 millions de dollars. Donc, Ouais, c'est des gens qui sont encore dans des raisonnements comme ça, Ouais. ce qui, à mon avis, est une grosse connerie. Ok. Non, mais c'est vrai, je veux dire, là, aujourd'hui, il faut être plutôt sur quelle est L'usage. l'expérience, qu'est-ce que je veux faire, et surtout, quand je dis métaverse, pourquoi j'ai besoin de la blockchain? Il y a plein de trucs, il n'y a pas besoin de la blockchain. Et en fait, c'est la propriété digitale. A-t-on besoin Oui, d'une c'est ça. propriété digitale quand on est sur un métavers? Oui, tout simplement. Mais bon, Si c'est comme... juste pour faire du chat, j'ai pas. Alors, par Oui. exemple, j'ai toute une réflexion, je terminerai là-dessus, Mm. sur tout ce qui est, justement, comme on parle de chat, sur tout ce qui est site de rencontre. Oui. D'accord? Donc, est-ce qu'il y a un moyen avec Gros la marché, ça. blockchain? Gros marché. Oui, 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 non, mais donc, j'ai pas de réponse, hein, mais la question que je me pose, parce que c'est un très gros marché, et donc la question que je me repose, c'est, OK, qu'est-ce que la blockchain peut apporter de là-dedans? Donc, pourquoi ce qui existe aujourd'hui hors blockchain, en quoi le fait d'être sur la blockchain, ça va peut-être changer quelque chose? On a quelques piges et quelques pistes, mais par exemple, ça peut être OK, ça veut dire que si je suis sur la blockchain, quand je mets, par exemple, je décris mon profil, je mets des caractéristiques et ça peut être un profil vérifié par les autres utilisateurs, mais sur la blockchain, donc c'est infalsifiable. Puis après, tu dis oui, mais les gars peuvent créer des faux comptes et venir nous faire des vrais checkmarks sur la blockchain. Typiquement, si j'étais par exemple LinkedIn, je me poserais la question. Je me dis, est-ce que sur la blockchain, il n'y a pas moyen d'auto-vérifier tout ce que les gens mettent sur les profils en disant j'ai bossé chez telle boîte, chez telle boîte, chez telle boîte. Est-ce que la blockchain apporte un outil de vérification des curriculum vitae? Je ne suis pas assez technicien pour ça, mais c'est vraiment des vraies questions. Et là, alors là, on n'est pas en train de parler de métaverse parce que c'est simplement des applications blockchain. Pour revenir sur les trucs de rencontres, ouais, c'est des rencontres en 3D, mais je pense que le fait, si on peut avec la blockchain vérifier, entre guillemets, ou avoir un niveau d'assurance sur la qualité et comment dirais-je, le profil, entre guillemets, ou les caractéristiques, différentes caractéristiques, ou les différents éléments du profil de la personne avec lesquels on est en train de parler, si tu veux, en 3D avec l'avatar, je pense que ça peut apporter quelque chose. Mais j'ai pas encore... je pense qu'il y a un truc à faire, il y a un truc à réfléchir en tout cas, c'est clair. On a enregistré un très bon épisode qu'on vous invite à écouter avec Alain Broustaille, qui est un consultant blockchain, qui disait la blockchain peut garantir les informations une fois qu'elles sont gravées dans la blockchain. Ça les rend, la blockchain les rend infalsifiables. Oui, mais si je mens... Par exemple, sur ce truc-là, si je crée un profil et si je dis à 20 personnes, viens, inscris-toi, c'est gratuit, et tu me mets 20 fois une croix verte en disant c'est vrai, tout ce qu'il dit, alors que c'est totalement faux, ça veut dire que j'aurais quand même trouvé le moyen Oui, tout à fait. de tromper le système. Mais bon, pour moi, il y a une vraie opportunité là-dedans parce que aujourd'hui, c'est vrai que les rencontres en ligne sont, c'est super important. Là, beaucoup de gens commencent à se rencontrer en ligne. Je ne parle même pas de l'activité business. Je pense que, surtout avec, comment dirais-je, l'épisode Covid qu'on a vécu, qui, à mon avis, c'est le premier, mais ce n'est pas le dernier. Je pense que toute cette activité, là, je mets le côté économique à part. Je pense que le fait de savoir à qui je parle et que je peux vérifier le profil et que le profil que je lis, effectivement, a été vérifié par d'autres, je pense que c'est un élément super important. Ouais. J'ai la question, mais je n'ai pas la réponse. Bon, mais ce sera le mot de la fin parce qu'on arrive à la fin de ce podcast. Non, mais on a fait plein de bêtises. Hein. De toute façon, avec les jeux vidéo, j'ai fait des jeux qui ont très bien marché, des jeux qui ont moins marché. Donc, il faut juste, je dirais, avoir une démarche assez souple. Et puis, on verra bien. Et rappelons que j'ai commencé la micro-informatique avec Atari en 1984 ou 85. Et c'est des grands souvenirs pour moi. Garçon très bien élevé. Ok, merci beaucoup en tout cas pour ces infos denses. On mettra évidemment tous les liens sur la description du podcast. Et on propose à nos auditeurs d'effectivement de continuer à nous soutenir en mettant des étoiles et en s'abonnant à notre podcast. C'est très important pour nous, pas tellement pour nous, mais pour les algorithmes. Donc c'est très important parce que sinon on va finir englouti par les algorithmes. Donc, et en plus on a un site web nftbusiness.tech, TECH. Vous pouvez aller voir tout ce qu'on fait et mettre votre adresse mail pour recevoir notre newsletter.
Exactement. On vous souhaite une bonne écoute. Merci Frédéric. Et Merci beaucoup, bonne soirée. Merci. bientôt. À bientôt. Au revoir. Salut.